Vous écoutez Une enquête dans la peau, l'affaire Trébert, deuxième partie. Là, à 3h du matin, on commence à sortir les corps un par un. Michel Cuneau, commandant de police. C'était très choquant. Il y avait une sorte de mise en scène macabre. Elles étaient dénudées et elles avaient des masques, des choses qui cachaient le visage. Elles ont une espèce de masque sur le visage qui ne dégage que le nez. Michel Meuron, procureur. Il y avait tout autour de ce trou, il y avait des bâches qui avaient été tendues pour l'isoler. Il y avait des projecteurs qui éclairaient ça d'une façon un peu fantomatique. Et puis il y avait ces deux corps qui étaient vraiment hallucinants, quoi. Les corps sont ensevelis vraisemblablement depuis plusieurs semaines. Ça a apporté un trouble important pour toutes les personnes qui ont découvert les corps, oui. Aussi bien les pompiers que mes collègues et moi. Le premier sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'échec. Et puis ensuite, il y a le choc. Le choc, on connaît les familles. Aussi bien la famille Giraud que la famille L'Herbier. Donc on pense à eux, tout de suite. Il y a toujours ce choc émotionnel. Voilà, on vit avec eux depuis quelques temps quand même. Donc tout ça, on s'est inscrit dans ces familles. Puis il y a le travail de policier qui est là et qui doit être fait. Donc tout ça est mélangé, mais il faut faire abstraction de tous ces sentiments-là. Et on le paye plus tard peut-être. Voilà. Il est 3h du matin, donc bien évidemment il fait très froid. J'ai l'image de Jean-Pierre Trébert à côté du trou. Dans la clarté de la nuit, on voit cette masse. On lui a mis une couverture. Je me rappelle de lui, d'un chevalier teuton. Je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête. Je vois une armure. C'est l'image d'une tête avec une cape. C'est bizarre hein, comme image. Dès la découverte des corps, ça se sait. La presse le sait. Donc monsieur le juge décide de bloquer la situation, de protéger, de mettre un périmètre de sécurité avec les forces de gendarmerie qui vont bloquer les journalistes, l'accès à la propriété, l'accès à la route, enfin, tout un dispositif important, de façon à ce qu'on puisse travailler plus sereinement. Monsieur le juge a décidé d'appeler les familles dès le début. C'est compliqué à gérer. Les journalistes étaient là, ça sortait à la télé, aux radios. À ce moment-là, je vais rédiger ce qu'on appelle un supplétif qui saisit cette fois le juge du chef d'assassinat. On a retrouvé les corps. Il faut absolument qu'on ouvre un nouveau dossier pour qu'on puisse le placer en garde à vue et qu'on puisse bénéficier de 48 heures et que Cuneau le reprenne. Sabine Cordès, avocate de la famille Giraud. On sait que la seule personne qui a réussi un tout petit peu à le faire passer à table, c'est Michel Cuneau. On le sait, on a des preuves matérielles, ce sont les PV d'audition. Mais c'est pas ce qui se passe. Tout de suite, il y a un supplétif qui est pris par le parquet, et dès lors qu'il y a un supplétif, le dossier, au lieu, pour la partie assassinat, au lieu qu'il parte entre les mains des services de police pour qu'ils puissent le prendre pendant 48 heures en garde à vue, le dossier est réuni entre les mains d'une seule personne, le juge d'instruction. Monsieur Gir est jeune, il se fait balader par Trébert. On aurait pu penser finalement que l'affaire était pliée. Stéphane Minca, journaliste. C'est-à-dire, ok, très bien, on a un meurtrier qui a tué les deux femmes, etc. Et en fait, c'est là où le mystère va démarrer. Les corps, à l'issue de cette opération, sont envoyés à l'Institut médico-légal à Paris, où les autopsies auront lieu. Pas de plaie par balle, pas de plaie par arme blanche, pas de signe d'agression sexuelle. Tout au plus, les poumons sont dans un état curieux. On a appris qu'un gaz existait, un gaz qui était utilisé par des chasseurs, qui était interdit, mais qui avait été utilisé, qui s'appelle la chloropicrine. Un petit flacon, on l'ouvre dans votre bureau, un quart d'heure après, tout le monde est mort. L'utilisation était bien spécifique, il fallait imbiber une éponge ou un chiffon qu'on balançait de loin dans les terriers, et puis ça tuait quasiment instantanément les nuisibles.
Fort heureusement, elles ne sont pas entièrement nues quand on les retrouve. Elles ont quelques pièces de vêtements. Et c'est en travaillant sur ces pièces de vêtements que l'expert va retrouver des éléments qui sont des éléments de décomposition de la chloropicrine et notamment le chloroforme. Comment ont-elles pu être gazées à la chloropicrine? On n'y comprend plus rien. L'affaire prend un tour, c'est totalement délirant. Ce qui est incroyable, c'est que c'est le seul crime connu au monde par la chloropicrine. J'ai commencé l'enquête le 15 novembre et on a interpellé Trébert le 23 novembre et on a retrouvé les corps le 9 décembre. Donc tout s'est passé très vite et on a tout fait et en même temps on n'a rien compris. On ne sait pas pourquoi il a attaqué ces filles-là, on ne sait pas où il les a attaquées, on ne sait pas à quel endroit il a pu éventuellement les tuer si c'est lui qui les a tués. On n'a pas de mobile, on n'a rien, on ne sait même pas comment il les a rencontrés. L'enquête est dans une impasse. Les policiers suivent chacune des pistes, pour l'instant sans succès. Une enquête judiciaire, c'est des tas de fils qui aboutissent pour la plupart à des impasses. On vérifie, c'est pas bon, on vérifie autre chose. Mais après tous ces événements là qui se sont bousculés, on arrive au début de l'année 2005 et on n'a aucune réponse. Et je me pose des questions sur l'utilisation des cartes bancaires. La première utilisation, le retrait d'argent effectué à Villeneuve-sur-Yonne le 1er novembre à 22h52 par la carte bancaire de Géraldine Giraud. Et donc, je demande aux collègues que j'ai au téléphone de bien vouloir revisionner. Il m'appelle et il dit, écoute, à 21h52, il y a un homme qui apparaît. Mais il dit, on le voit plutôt bien. On le voit plutôt bien, je peux t'envoyer les photos. Et là, on voit Jean-Pierre Trébert. Et donc, à ce moment-là, ça change tout. On sait entre quand les filles ont été attaquées. Et tout s'est passé en 1h42. Où a eu lieu l'agression, on n'en sait rien. Pourquoi, on n'en sait rien. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir cette image dès le début de l'enquête parce qu'on aurait posé des questions différemment à Jean-Pierre Trébert lors de la garde à vue. Donc, bien évidemment, j'appelle immédiatement monsieur le juge d'instruction et puis il est comme moi, quoi, il tombe des nues. Hein. C'est un élément nouveau et important dans l'enquête. Il était obligatoire de retourner faire des perquisitions et on trouve sous un congélateur un fusil à canoncier, donc ce qui fait que ça fait une arme qui est longue comme ça, qu'on peut dissimuler facilement sous un manteau. Et en plus, un crochet a été fixé à la crosse pour le mettre dans la ceinture. J'ai trouvé une facture d'achat, ruban adhésif, plasto, effectuée le 19 octobre 2004. Le ruban adhésif qui a servi à confectionner ces espèces de masques, entre guillemets, c'est celui qui a servi à bricoler le fusil à canoncier. Il a acheté ce plasto 2 semaines avant les faits. Donc on peut penser qu'il avait en vue de commettre un vol à main armée, un enlèvement, une séquestration, puisque l'arme utilisée, l'arme trouvée, est-ce qu'elle a été utilisée pour menacer les filles? Katia L'Herbier partage son appartement à Sens avec une amie, la tante de Géraldine, Madame Van Kempen. Une de mes collègues m'apprend, parce que moi j'étais pas là au début de l'enquête, m'apprend que lors de la première visite au domicile de Katia L'Herbier, dans la cave, se trouvait un chat mort. Mais quand on tourne à la cave, il n'y a pas de chat. Et on demande Madame Van Kempen, est-ce qu'elle a vu ce chat? Elle dit non, mais vos collègues m'en ont parlé. Alors moi, j'ai peur des animaux, j'ai pas voulu y aller. Et j'ai demandé à une connaissance dans un café que je fréquente de venir le chercher. Cet homme est venu, il a pris un sac poubelle, apparemment il a mis le sac dans le sac poubelle, il a acheté le sac. Donc on a fait des recherches, il y avait des petites peluches, il y avait des morceaux de chiffon, il y avait tout ça. Donc tout ça, on l'a récupéré, on l'a mis sous scellé, on l'a envoyé au laboratoire, et il s'est avéré qu'il y avait des traces de chloroforme sur ces éléments. Si ce chat était mort à cause de chloroforme ou de chloropicrine, et si finalement le lieu du crime avait eu lieu là? Le problème, c'est que le chat, on l'a jamais eu, et donc on ne saura jamais de quoi il est mort.
Cette Marie-Christine va avoir, à partir de la disparition, un comportement un peu étrange qui va très vite alerter Michel Cuneau. Au moment de l'enterrement, on est à l'Apostole, après cette nuit à distance, et Michel Cuneau fait ce que font beaucoup d'enquêteurs maintenant, c'est-à-dire on filme tout. On filme et on prend les photos de tout, parce que il n'est pas rare que, comme on dit, l'assassin revienne sur le lieu de son crime ou qu'il soit présent. Donc on veut vraiment savoir qui est là. À l'enterrement de Géraldine Giraud, je remarque Madame Van Kempen, que j'ai vue quelques temps auparavant, elle a les cheveux carrément rouges. Ça m'a surpris parce que je me rappelais l'avoir vue blonde et là je la vois rouge. Bon. Avoir des cheveux rouges dans l'enterrement de sa nièce, bon, ça m'a surpris. C'était très bizarre. Et elle savait très bien que Roland Giraud ne voulait pas qu'on se prête aux interviews, ce jour-là notamment. Marie-Christine Van Kempen a donné une interview, on avait l'impression qu'elle sortait, je sais pas, d'une soirée. Comme si elle était détachée en disant « Voilà, je vais vous raconter qui elles étaient ». Elle a l'air de planer à 10 000, mais pourquoi ? C'était tellement bizarre que d'ailleurs, Monsieur Cuneau s'est un peu intéressé à sa personnalité, ce qui est normal, hein. C'est juste là, pour le coup, quelque chose de normal. Il faut savoir que quand on a un meurtre, un assassinat, une disparition, on s'intéresse à l'entourage. On est au courant de la perquisition, on est au courant du chat mort, on est au courant des cheveux qui deviennent rouges, on est au courant d'un certain nombre d'éléments qui fuitent vers nous. Et il y a deux camps qui se forment. Il y a ceux qui sont persuadés de la culpabilité de Marie-Christine Van Kempen, et il y a ceux plus mesurés qui disent « Mais on veut bien, j'entends tous ces éléments, mais où vont-ils » Ça semble très très étrange. Il y a cette lettre qu'on retrouve aussi chez elle, cette lettre de rupture avec Katia. On sent qu'il y a une forme de jalousie à l'encontre de Géraldine, elle la nomme. Et on voit dans cette lettre qu'elle dit qu'elle est tombée dans les griffes de Géraldine Giraud, et que de Gégé, et que elle va beaucoup souffrir. Enfin, elle lui promet un avenir morbide presque dans cette lettre. C'est épouvantable. Donc tout le monde, tout confine à penser qu'il y a des éléments qui convergent vers cette tante. Marie-Christine Van Kempen s'est refermée à tout journaliste. Elle ne parle pas. Mais s'il y a une chose que nous dit son entourage, c'est qu'elle n'est pas lesbienne. Et donc le triangle amoureux ne peut pas tenir. Et Michel Cuneau, lui, c'est un flic, c'est un vrai flic. C'est-à-dire, il dit, moi, le mobile, j'ai rien à foutre. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez dans la presse sur votre triangle amoureux, etc. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est les faits. Et là, ce en quoi il a parfaitement raison. Et je retourne à Fontainebleau, au lieu de domicile de Patricia Darbo, et notamment au bar qui était contigu à son adresse. La patronne du bar va me jeter le trouble. Elle m'informe qu'elle a vu une relation proche de Katia L'Herbier et de Géraldine Giraud en contact avec Jean-Pierre Trébert et Patricia Darbo. Et ça va m'amener à faire des investigations longues. Il y a potentiellement une rencontre entre Marie-Christine Van Kempen, Jean-Pierre Trébert et Patricia Darbo. Et c'est 15 jours avant la disparition des deux filles. C'est quand même un élément assez troublant. Si on ajoute à ça le fait que tout à coup, on a la patronne du bistrot qui est entendue et qui dit « Oui, je me souviens très bien de cette dame. Elle passe pas inaperçue, Marie-Christine. Hein. C'est une carrure, c'est une chevelure, c'est une personnalité aussi. Hein. » Ah bon, Monsieur Cuneau lui dit, mais vous la reconnaissez comment, cette dame ? Elle dit, elle avait un manteau de fourrure, et elle décrit le manteau de fourrure. Ma cliente dit, mais oui, bien sûr, ce manteau de fourrure, c'est moi qui lui ai offert. Au bout de cette garde à vue, elle sera déférée devant un juge, mise en examen pour complicité d'assassinat. Avec Patricia Darbo, puisque Patricia Darbo était censée avoir assisté à cette réunion. Patricia et Marie-Christine vont faire 90 jours de prison. Et au bout de 90 jours, leurs avocats vont obtenir une confrontation avec la fameuse patronne de bar. Et cette confrontation est un fiasco total. Un fiasco total pour l'accusation. Monsieur Gire va organiser cette confrontation dans son cabinet et chacun restera sur ses positions. C'est pas sur ce seul témoignage qu'on pouvait étayer quelque chose. Donc, à la première demande de mise en liberté que vont formuler leurs avocats, je ne m'y opposerai pas et le juge les remettra en liberté. Elles ne bénéficieront
qu'à la fin d'une ordonnance de non-lieu. Tout à fait justifié d'ailleurs. Toute la piste Marie-Christine part en déliquescence. Ça ne ressemble plus à rien. Il faut reconcentrer totalement l'enquête. Et il se trouve que je suis changé d'affectation parce que de Dijon, je pars à Auxerre. Michel Cuneau, commandant de police. Où je deviens chef de l'antenne de police judiciaire d'Auxerre qui est créée. Je dois poursuivre les investigations sur l'affaire Trébert et puis mettre en place cette antenne, quoi. Donc c'est compliqué de jouer sur les deux, hein. Et puis, bien évidemment, il faut travailler avec des nouveaux enquêteurs parce que moi, ceux qui connaissaient bien l'affaire sont restés à Dijon. Et donc, je pars avec de nouveaux enquêteurs qui ne connaissent rien à l'affaire, bien évidemment, sinon de ce qu'ils ont vu dans la presse. Jean-Pierre Trébert est détenu depuis quand même un certain temps. Et puis, il faut mettre un terme à l'enquête, il faut bien l'envoyer devant une cour d'assises à un moment donné. Toutes les investigations ont été faites sur l'environnement de Jean-Pierre Trébert. On n'a pas de mobile, on n'a rien, on ne sait même pas comment il les a rencontrés. Malgré tout, il faut terminer l'enquête et il faut que je fasse un rapport de synthèse parce que c'est la procédure habituelle, on rend une affaire. Mon directeur, à la demande de madame la directrice centrale de la police judiciaire, me disent de m'écarter de tout autre problème, de rentrer chez moi avec le dossier, ce que je fais, et je passe environ un mois à faire le rapport de synthèse, qui fait 70 pages. On est en juin 2008, et je viens de perdre mon père, donc difficile à vivre, et puis je commence à me poser des questions sur mon devenir, au poste que j'occupe, quoi. Voilà, je suis en police judiciaire, je travaille chez moi, et je suis un peu loin de tout, et c'est particulier comme ambiance, parce que j'ai jamais connu ça. Je rends mon rapport de synthèse en juillet 2008. C'est quand même une libération. Parce que je vais pouvoir enfin, même si je me pose quelques questions, enfin faire autre chose. Et rarement on est impliqué dans une affaire qui a commencé en 2004 et qui se finit en 2008. Et 2 mois après, je perds ma mère. J'ai le décès de ma mère. Donc c'est une année un peu compliquée, effectivement, entre le décès de mon père en juin et le décès de ma mère en septembre. Et il se trouve que le 8 septembre, je quitte le service, il est 19h environ, et je reçois un appel téléphonique de monsieur le procureur de la République d'Auxerre, qui me dit « Monsieur Cuneau, Jean-Pierre Trébert s'est évadé ». Immédiatement, j'appelle Michel. Je dois l'avoir à 20h. Il me prend au téléphone, ce qui est assez sympa. Il me dit oh, « m'en parle pas, je te rappelle plus tard ». Et je crois qu'on s'est rappelé à 1h du matin. Je dis « mais c'est pas possible ». Il me dit « tu peux pas le croire, il est sorti dans un carton ». Il faisait partie des meubles à la maison d'arrêt d'Auxerre. Il posait pas de problème. Il avait son atelier de cartonnage dont il s'occupait à la satisfaction de tout le monde. Il est parti le matin et les gens de la maison d'arrêt d'Auxerre s'en sont rendus compte qu'en fin d'après-midi. C'était quelqu'un qui était d'un contact plaisant. Hein. Tout le monde nous l'a dit au cours de l'enquête. Hein. C'était quelqu'un qui était plutôt plaisant. Et à chaque fois, on nous le dit, mais on comprend pas, il est plaisant. Comme à chaque fois qu'il y a des meurtres, on comprend pas, il est gentil. Voilà. Très vite, Michel a été dessaisi de la cavale, finalement, pour des services d'élite et d'exception, comme le RAID. Il se trouve que lors des investigations d'évasion de Jean-Pierre Trébert, il y a une personne qui est intervenue. Il s'agit d'une femme qui était en correspondance. Elle lui envoyait des lettres, ils avaient une relation épistolaire, comme on dit. Et j'ai réussi à la convaincre que l'intérêt, c'était qu'on récupère Jean-Pierre Trébert, avec son aide, on va dire, plutôt que d'une interpellation qui pourrait peut-être mal tourner. Jean-Pierre et Blandine se sont écrits 170 lettres. Et il s'avère que je me retrouve à lire les lettres de Jean-Pierre Trébert qui donne juste rendez-vous à sa nana dans les bois 2 mois plus tard. Rendez-vous qu'il va tenir. Michel, il peut plus rien faire. Donc Michel est obligé de prévenir les fameux grands cadors pour faire le boulot qu'on a fait 24 ou 48 heures plus tôt. Donc un soir avec elle, je vais planquer la lettre au pied d'un arbre et j'informe ma hiérarchie de ce dispositif et donc le RAID met en place un dispositif de surveillance. Moi, je suis pas là, je suis pas présent.
On me demande même presque de rester chez moi. Ils sont une quarantaine du raid à l'attendre. Jean-Pierre s'y glisse vers 23h minuit de mémoire et ils n'arrivent pas à le choper. À minuit, j'ai un collègue qui m'appelle et me dit il est venu, il a récupéré et il s'est sauvé. Et en fait, il faisait mauvais, il faisait un temps infernal. Et il est malin, ce Trébert, il est très malin. Tout le monde fantasmait sur sa cavale. Il y a eu un espèce de fantasme collectif médiatique. Tous les jours, ça passait au journal. On n'a toujours pas retrouvé le suspect numéro 1. Mais vous imaginez pour les parents. Mais vous imaginez pour les parents de Katia, pour les parents de Géraldine. Mais c'était l'horreur. Le 18 novembre 2009, il se trouve que je suis en Seine-et-Marne. Et un collègue du service parisien m'appelle en me disant « On a interpellé Jean-Pierre Trébert ». Il était retrouvé à Melun dans un appartement. Et donc je suis allé voir Jean-Pierre Trébert, que j'avais pas vu depuis longtemps quand même. Et j'ai dit « Jean-Pierre, tu me reconnais ?» Et lui me dit « Ta gueule, je l'oublierai jamais ». Et puis on le reprend et on l'envoie de la plus grande maison d'arrêt d'Europe, au quartier d'isolement. Il se retrouve tout seul. Dans les conditions de détention, dites-vous bien une chose, c'est que les gens qui se sont évadés, après on leur fait pas de cadeau au niveau de la surveillance. Hein. Et il s'est avéré que le 25 février, un samedi matin, mon directeur m'appelle en me disant « Jean-Pierre Trébert a été découvert pendu dans sa cellule de Fleury-Mérogis ». Voilà, là, pour le coup, l'affaire est finie. Terminée. Et c'est comme ça. Les familles restent toujours avec des points d'interrogation. Voilà, donc ce sont des choses sur lesquelles on ne pourra jamais répondre. Et c'est un vrai manque. Tout ça pour ça. Hein. Il faut se poser les bonnes questions à un moment. L'évasion de Jean-Pierre Trébert avait été suivie par un juge d'instruction d'Auxerre. Une jeune juge avait bien pris conscience du cas de Jean-Pierre Trébert et avait signalé le fait que Jean-Pierre Trébert était quelqu'un qui pouvait encore s'évader par tout moyen, dont le suicide. Pour moi, il n'a pas voulu affronter la cour d'assises. Il est éternellement innocent. Il nous vole des années de travail, oui. Il y a un moment où il faut savoir décrocher. Mais j'ai la bouche amère, le cœur serré. Il n'y a pas de happy end dans cette histoire. Jean-Pierre Trébert est retrouvé pendu dans sa cellule de Fleury-Mérogis le 20 février 2010, quelques mois avant l'ouverture de son procès qui devait se tenir en avril. Son suicide fait de lui un présumé innocent pour toujours. Marie-Christine Van Kempen et Patricia Darbo, elles, ont été innocentées. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Marjorie Desjardins et réalisé par Marjorie Desjardins et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.